Donc je vais appeler tout de suite, avant de vous les présenter, Madame Alibert à bien vouloir s'installer, Madame Bandard, Messieurs Ibanez, Reynaud et le président de Créalia, Stéphane Marcel, à bien vouloir prendre place. Je vais d'abord inviter nos intervenants avec le gel hydroalcoolique à bien vouloir, chacun de vous, pour la passation des micros, à faire le nécessaire pour vos mains et par précaution, s'il vous plaît. Vous avez vu qu'on a un dispositif très allégé, hein, pas de cocktail, ni avant ni après. Vous êtes servis à fond, on est dans ce dispositif pour respecter et faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de problème. Donc, bienvenue à la table ronde organisée par Créalia sur le thème des startups en temps de crise. C'est un très beau sujet pour cette rentrée. Pourquoi cette table ronde ? Qu'a fait Créalia justement pendant le confinement et depuis ? Je vais donc inviter en propos introductif le président Stéphane Marcel à nous dire quelques mots. Si vous voulez bien, Stéphane, nous dire bien, c'est votre entrée quelque part, hein, quels sont les enjeux de cette table ronde qui peut-être donnera des petits peut-être un petit peu plus tard, on le verra. En tout cas, merci d'être là et bienvenue à chacun de vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, ravi d'être là. Enfin là, j'ai envie de dire, enfin on peut se réunir et discuter tous ensemble. Alors, il y a un masque entre le micro et moi, donc c'est comme ça, il faut, je pense, s'y habituer. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi juste de vous dire 2-3 mots quand même sur Créalia. Alors, c'est un dispositif qui est désormais, je pense en tout cas, bien installé dans le tissu économique du financement des entreprises innovantes en Occitanie. Ce dispositif est très connu côté Est, un peu moins côté Ouest, mais c'est en train de changer. Et c'est un dispositif, comme vous le savez, qui est un dispositif très singulier, qui a injecté plus de 17 millions d'euros dans l'économie réelle autour de la création d'entreprises innovantes. 17 millions d'euros sous forme de prêts d'honneur, sans garantie personnelle, à 0%, donc sur des financements non dilutifs pour le créateur ou la créatrice d'entreprise, ou l'équipe de créateurs. Et donc c'est un dispositif qui tire son origine d'un diagnostic qui est de renforcer au maximum les fonds propres d'une société, pour la préparer justement à rentrer dans la chaîne du financement. Et donc ce dispositif, il tient parce qu'on a trouvé une solution qui permet, grâce à des dons de souscription privés, grâce aux souscripteurs privés qui nous font confiance, des petites, des moyennes, des très grosses entreprises, on arrive à avoir un effet de levier sur des fonds publics et qui fait qu'on a la confiance de notamment nos partenaires institutionnels, que j'aimerais remercier aujourd'hui aussi. Donc évidemment la région qui croit au dispositif depuis toujours, avec depuis peu son agence de développement économique ad hoc. Évidemment, alors c'était la Caisse des dépôts, mais maintenant c'est BPI, que je salue, je sais qu'il y a représentant dans la salle, qui est également là pour soutenir le fonds Créalia. Et enfin, l'Europe. Et puis surtout d'avoir la confiance. Et aujourd'hui, on a la confiance de nos amis du Fonds européen d'investissement, que je salue aussi, puisque c'est une longue histoire d'amour entre Créalia et le FEI. Merci Stéphane. 6 mois depuis le début de la crise, 17 mars, on le rappelle, 13 mars, non, je crois que je dis des bêtises. Qu'avez-vous fait ? Vous êtes arrêté vous-même, Créalia s'est arrêté, vous avez poursuivi, voire même, vous êtes encore peut-être un peu plus travaillé. Comment ça s'est passé ? Bon, on a fait comme tout le monde, on a fait des visioconférences. On s'est tous mis derrière nos écrans. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors déjà, on a montré que Créalia était aussi autant agile, en tout cas, que les startups qu'elle accompagne, puisqu'on s'est mis en continuité d'activité. L'équipe a été super réactive. Deuxième élément de réponse, j'ai envie de dire qu'on s'est tout de suite dit, avec les membres du conseil d'administration, avec l'équipe Créalia, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge. Et donc, on a naturellement décidé de faire un break dans les remboursements des prêts. On a dit à toutes les entreprises bénéficiaires de Créalia, OK, pendant 3 mois, on ne fera pas d'appel de fonds. On contribue, on essaye de vous aider dans justement votre trésorerie, qui est le nerf de la guerre. Donc, dans TAC, pendant 3 mois, silence radio, on ne vous demandera rien. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important à souligner, c'est que pendant le confinement, on a trouvé notre nouvelle responsable de fonds. J'allais y venir. On a trouvé l'effectif notre nouvelle responsable. Voilà. Elle est là. Donc, Stéphanie Berama, que je vous présente, voilà, qui est là, qui est aujourd'hui avec nous, que vous allez avoir affaire à elle de plus en plus, et qui a rejoint l'équipe pour prendre la responsabilité du fonds Créalia. Moi, je dis à nos intervenants, déjà, je les remercie d'être là, parce que voilà, c'est toujours intéressant. Vous prenez du temps aussi pour venir contribuer au débat. Allez, pas de langue de bois, on se dit tout.
cash. On fait également preuve d'humilité en matière, parce que c'est difficile d'affirmer des choses. Par contre, ce qu'on peut dire, on peut échanger aussi nos craintes, nos peurs sur le futur. Alors, on n'est pas là pour faire une séance de psychanalyse générale, hein, mais on est là quand même pour parler d'économie. Et quand on parle d'économie, on envisage aussi les cas les plus critiques. On va donc voir la vie d'entrepreneur de start-up en temps de crise, des témoignages, des retours d'expérience, pivots, difficultés ou opportunités rencontrées, les solutions actuelles ou futures, et puis les perspectives pour demain. On parlera également certainement de rebond stratégique, de rebond économique. Je vais donc vous présenter les personnes qui nous font l'amitié de leur présence aujourd'hui et que je remercie également, comme tu viens de le faire. Gina Bandar, CEO Ventum Biotech. Dans un instant, vous nous direz ce que vous faites. Romain Ibanez, qui est à côté de moi, cofondateur de Pousse Pousse. Véronique Alibert, chargée d'affaires, entreprise innovante, référente innovation à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Olivier Reynaud, ce besoin de présenter Olivier Reynaud, je crois que dans l'écosystème, tout le monde le connaît, mais cofondateur et CEO de Ave, mais on le connaît également pour d'autres entreprises auparavant, on y viendra peut-être aussi tout à l'heure. Et Stéphane Marcel, président de Créalia, mais aussi CEO Digital Factory et CDO Groupe InVivo. Gina Bandar, CEO Ventum Biotech, solution de désinfection, vous pouvez le prendre, il est désinfecté d'ailleurs, solution de désinfection, élimination des maladies infectieuses après contact, décontamination. C'est bien ça votre métier ? Bonjour. Effectivement, nous sommes une société, une start-up qui a été créée en 2019. Nous fabriquons et commercialisons des produits de décontamination. Nous avons un système de nuages, c'est un système de fogging, comme on dit, un nuage, où on décontamine l'air et la surface. Ça s'appelle DSVA, décontamination par voie aérienne. Nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mettent, tout le monde décontamination et désinfection n'ont jamais été aussi à la mode. Mais en toute sincérité, les grandes sociétés qui sont nos concurrents, qui arrivent à ce qu'on appelle dans notre jargon log 6, ça veut dire on est capable de tuer 1 million de bactéries et virucides et fongicides. Romain Ibanez, cofondateur de Pousse Pousse. La box zéro pour devenir éco-responsable. Alors, ça concerne la cuisine, ça concerne le ménage, ça concerne la salle de bain, ça concerne l'épicerie, le jardinage, les cosmétiques. Vous avez également fait un pivot, hein, on y viendra tout à l'heure, mais complétez ma présentation dans ce que vous faites et comment vous avez vécu, vous aussi, les 6 mois passés là. Bonjour à tous. Exactement. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de faire un contre-pied à ce qui a été fait sur l'écologie sur les 30 dernières années. C'est plutôt que de faire de l'écologie punitive, on essaye de rendre ça interactif, ludique et surtout facile. Donc en fait, le pivot de base, c'était comment rendre ça accessible aux gens, que tout le monde puisse faire son premier geste écologique facilement en étant chez soi et que tout le monde puisse se l'approprier. Donc nous, le confinement, déjà on a eu une grande chance par rapport à notre business model, c'est que la poste ne ferme pas, qu'on puisse continuer à avoir la chaîne logistique. Et après, ça a été une grande force pour nous, justement, mais dans le sens où on a dû, malgré que la Poste livrait nos colis, on a la faculté de fabriquer nos box, pas quand on fait du kit to it yourself, par exemple. Donc, on a dû revoir toute notre chaîne logistique. Et du coup, on a tout réoptimisé. On a pu reprendre plein de dossiers qui étaient pour nous de longue traîne, mais du coup, se reposer parce qu'on s'est confiné entre cofondateurs pour justement avancer ces dossiers, aller beaucoup plus loin dans notre raisonnement, avancer sur de la R&D et du coup on sort des nouveaux produits qui étaient prévus pour l'année prochaine, des nouveaux produits innovants sur le ménager qu'on sort à la fin du mois. Véronique Alibert, alors vous avez une grande compétence en termes d'innovation parce que dans votre fonction, je rappelle, chargé d'affaires, entreprise innovante, référente innovation à la Caisse d'épargne, vous suivez dans la région pas moins de 50 start-up. J'imagine que depuis le début de la crise, vous êtes très sollicité. Du coup, je représente la Caisse d'épargne, qui est une filière qui est commune à toutes les caisses d'épargne de France au niveau national et qui est chapeautée par BPCE, le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'épargne. Donc cette filière néo-business est assez jeune puisque nous, on a démarré en Languedoc-Roussillon en octobre 2017. Déjà par un geste fort, puisqu'on a passé un partenariat. Le premier geste et la première action, ça a été de passer un partenariat avec Créalia. Puis 3 actions majeures pendant cette crise, ça a été rassurer, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de fil. Être pédagogue aussi, parce qu'il fallait expliquer tous les dispositifs. Donc première action dispositif, c'était le report d'échéance.
Deuxième action, ça a été la distribution de ces fameux PGE que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais bon, on parle vous les distribuez, vous. On parle de quelque chose qui a démarré juste il y a 4-5 mois, quoi. Donc il a fallu vraiment être agile et comprendre tout ça. C'était changeant parce que les dispositifs ont changé. Ça veut dire qu'il a fallu expliquer. Pour les startups, ce n'était pas évident au départ, puisqu'on ne savait pas trop si on pouvait les financer avec ces PGE, etc. On rappelle ce qu'est le PGE. Alors le PGE pour les startups, c'est en fait, contrairement au PME que j'appelle traditionnel, on va le calculer par rapport à la masse salariale 2019, c'est-à-dire on la multiplie par 2. Du coup, on a pu financer pas mal de startups. C'est toujours d'actualité, ça, pour ceux qui écoutent là. C'est toujours d'actualité, mais franchement, ça a bien diminué à partir de juillet. C'est-à-dire que là, on a des PGE qui arrivent à la marge où certaines startups pensaient peut-être arriver à passer le cap, que la reprise allait être là vraiment plus prégnante sur cette rentrée, ce qui n'est pas le cas pour tous les secteurs, en tout cas. Du coup, il y en a quelques-uns à la marge, mais en fait, le gros de la masse des PGE a été fait de mars à juin, quoi. Comment vous avez traversé les 6 mois? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour Aev, c'était assez particulier car nous, en fait, on est une société de technologie de pointe, donc on développe une intelligence artificielle créative spécialisée dans la vidéo. Dans la vidéo, on est toujours dans une longue phase de recherche et développement qui a démarré avant la crise et aujourd'hui, on y est encore. Donc, on n'a pas été impacté directement d'un point de vue business car on était toujours en train de développer nos technologies. Pour la petite anecdote, le 15 mars, ma fille naît. Le 16 mars, la France est passée en confinement. Donc ça a été une période assez inédite pour tout le monde. En effet, se balader dans les rues de Paris complètement vidées, c'est une scène inimaginable. Les méthodes de travail, tout le monde est passé à une digitalisation forcée. Alors nous, les startups, c'est notre quotidien. On a l'habitude, mais pour toutes les autres entreprises classiques, on va dire, de l'ancien monde, si on retire les startups, ça peut être foudroyant, mais tout le monde a dû y passer. Donc c'était quelque chose de très intéressant et j'y reviendrai par la suite par rapport à de la digitalisation à l'IA. Et donc nous, on n'a pas eu d'impact direct d'un point de vue business. Par contre, tout le monde a été chamboulé. En effet, on vit une crise sanitaire exceptionnelle. Donc au niveau humain, ça secoue. Mais nous, les startups et les sociétés, on est fait pour tenir, même quand le bateau est secoué par les vagues. On arrive, on fait les efforts. Et c'est notamment grâce aux partenaires. On a la BPI Région qui nous a aidés pendant notre première année de travail, Dave, qui nous soutient, bon nombre d'acteurs. Donc en fait, c'est pour reprendre ce cycle de 10 ans, c'est les graines plantées il y a 10 ans des investissements régions qui font aujourd'hui un Aev, qui font aujourd'hui un Swile, qui font aujourd'hui un BIM qui a été racheté par Zendesk et Zendesk rachète de la cour qui lance une nouvelle entreprise qui va faire le carton. Je voudrais rajouter Hervé Pochard, Méliès Business Angel, fidèle de Créalia depuis longtemps. Je voudrais rajouter dans le tableau qui fait la réussite, qui a été mentionné, c'est que bien sûr il y a le financement, il y a les idées, mais en amont, il y a le savoir, il y a l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de recherche, il y a des universités, il y a des laboratoires, ce qui permet aux startups de recruter des ingénieurs, des experts, et que tout ça, c'est un monde unique, en fin de compte. C'est une macroéconomie, un écosystème complet. Voilà. Donc je voulais préciser qu'il y avait en amont le savoir. Autre intervention ? Bonjour, Vincent Dufour, Néocéan. Moi, je tenais à remercier très chaleureusement Créalia parce que au moment où la crise s'est déclenchée, je pense que vous avez été les plus rapides à dégainer avec ce report de remboursement des montants du prêt. J'avoue que j'ai été... je suis un petit peu habitué aussi à l'écosystème. Et là, je dis bravo, vous avez été hyper réactif, vous avez eu la bonne méthode, puis surtout... vous n'avez pas eu trop de demandes au niveau paperasserie. Ça a été immédiat et on n'a pas eu grand-chose à faire. Et ça, c'était un soulagement terrible pour les entrepreneurs. Deuxième commentaire, c'est que, effectivement, puisque le thème, c'est comment on réagit par rapport à la crise,
nous, on a été frappé de plein fouet par la crise parce qu'en fait, notre business model passe par les salons nautiques. Tous les salons ont été annulés. Au moment où on commençait à vouloir présenter notre produit, alors nous, on fait le bateau du futur. C'est un bateau qui est électrique et qui vole au-dessus de l'eau, ce qui lui permet d'économiser 60% de l'énergie. D'où la vertu électrique. J'arrête là. Mais simplement, au moment où on s'est retrouvé avec cet arrêt brutal de notre modèle, on a décidé deux choses. Bon, d'abord, on va devoir faire des roadshows. Donc ça, c'est très consommateur de temps et d'argent. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de prendre nos engins et de sillonner la France et les littoraux pour présenter nos bateaux. Et la deuxième chose qu'on a décidé de faire, c'est d'aller plus vite et d'aller plus loin. Alors, comment on peut faire plus avec moins ? Ben, en fait, pendant la crise, on a eu une petite période d'introspection, on va dire. Et du coup, on a repassé au papier de verre tous nos plans de développement. Et on a réussi à trouver le moyen de faire le plus grand modèle, en fait, en le sortant 6 mois plus tôt que ce qui était prévu initialement dans le business plan. Vous avez pivoté il y a 1 an, hein, Romain, C'est bien ça. Et vous avez réussi. Vous êtes en train de réussir. Comment avez-vous fait et quels bénéfices aujourd'hui en tirez-vous? Alors, on va reprendre la genèse de l'histoire. Hein. Alors la genèse de l'histoire, nous, on a commencé par une box potager. Donc on a envoyé des graines et du vivant à nos abonnés. Donc un peu dans la même idée que les signaux, quand ils sont ouverts ou pas, ben, c'est au début, tout est vert, vous vous lancez, vous avez plein d'envie. Au fur et à mesure du développement, bien entendu, ben, beaucoup de problèmes logistiques. Après, ben, par rapport à cette notion d'agilité, on fait quand même beaucoup de sondages sur nos abonnés. Et donc on a pivoté en juin dernier pour arrêter le jardinage, se recentrer en saison et vraiment faire du zéro déchet toute l'année. Donc là, ben, en moins de 2 mois, on a fait x5 sur nos abonnés. On a augmenté le MRR d'à peu près de 8 fois également. Là, on a une croissance à 3 chiffres là, sur les 6 premiers mois de l'année. Donc c'est très porteur. Après, le pivot, ben, entre guillemets, il ne faut pas avoir peur. Il faut être très agile et disons que le premier pivot est souvent sujet à un autre petit pivot derrière parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas pu anticiper. Donc vous pivotez, mais par exemple notre base d'abonnés a complètement changé. Donc ça a engendré beaucoup de choses chez nous, du recrutement, mais justement énormément d'agilité par rapport à ce qu'on a dû mettre en place derrière pour pouvoir régénérer de l'activité en fonction de tout ce qu'on avait changé et ce pourquoi les gens nous connaissaient au départ. Merci Romain. Gina, je vous cède de nouveau la parole parce que moi j'aimerais savoir connaître votre perception de l'économie actuelle. Comment vous percevez ce que vous vivez avec nous, avec chacun de nous depuis quelque temps? Je crois sincèrement qu'on assiste aujourd'hui à une révolution sociale dans le sens où la manière de travailler, la façon de travailler, la crise a démarré cette démarche, mais c'est quelque chose qui va continuer au-delà de la crise. Je crois qu'effectivement, par exemple, nous, on a commencé la fabrication, pourtant c'était pas loin, c'était à Barcelone, mais c'était tellement difficile de gérer avec les frontières fermées. Donc du coup, aujourd'hui, on a rapatrié la fabrication en France. Et une grande partie à Montpellier même, parce que je joins que nous sommes quand même une région qui est très active, qui est vivante, qui est jeune, qui est innovante. Et nous avons le choix. Donc, nous avons le choix, en ayant différentes nationalités, on avait le choix de s'installer partout. Et le choix de Montpellier, c'était un choix volontaire. Donc, vraiment, c'est parce que justement, je crois que c'est le Silicon Valley de l'avenir. Merci. Alors déjà, vous avez répondu à une question que je voulais poser, donc je vous remercie. À nouveau, moi aussi, je remercie Créalia. Je suis Raphaël Girardin et j'ai bénéficié pour ma TAI. Mon premier financement a été grâce à Créalia, donc que je remercie chaudement. J'ai une question parce qu'on parle d'introspection pendant la période de confinement, de remise en question. En amont, justement, dans la création d'entreprise, est-ce qu'au niveau de Créalia, tu vois des nouveaux dossiers? Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience? Quelque chose qui se passe parce que j'imagine que quand on est salarié, c'est peut-être le moment de prendre du recul, de se dire, bah, tiens, c'est peut-être le moment, l'opportunité de créer ma boîte. Donc, est-ce que ça se ressent au niveau de Créalia? Alors, ça ne se ressent pas encore parce qu'on est au cœur là, donc c'est trop récent. Par contre, ce qu'on anticipe, nous, aujourd'hui, c'est 2 choses. D'abord, effectivement, des vocations qui se sont générées pendant le confinement.
Malheureusement aussi, quand même, il faut se le dire, des plans sociaux qui vont avoir lieu très prochainement, de grosses entreprises, des cadres supérieurs qui vont peut-être bénéficier de plans de sortie éventuellement intéressants pour eux, pour avoir un rebond et éventuellement rentrer dans une logique de création d'entreprise. Ce dont j'ai peur un petit peu, moi, c'est la bulle Covid-19. C'est-à-dire que tout le monde va de son storytelling Covid-19. Alors, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont dire « Regardez, moi, avec mon équipe, on a été super efficace, on a pivoté, etc. » C'est le cas de monsieur, et là, un investisseur peut être que sensible à ça, et voir que finalement, il a misé sur la bonne équipe. Par contre, il y en a qui vont être dans un effet de bulle, qui vont surfer sur des nouveaux marchés, mais qui sont des marchés éphémères. Et eux, ils pivoteront à la fin de la crise pour trouver de nouvelles débouchés, mais par contre, ils risquent d'avoir des difficultés à financer. Quel est le rôle de la banque quand ça ne va pas? Là, on est dans une crise un peu particulière. Beaucoup d'entreprises tirent leur épingle du jeu. Les témoignages qui sont là sont des témoignages de gens qui réussissent, mais il y en a qui ont beaucoup de difficultés. Ils en ont aussi, hein, ils en parleront certainement tout à l'heure. Comment vous adaptez-vous, vous, le milieu de la banque, et quel avenir pour vous? Moi, ce que j'aimerais, là, c'est que vous témoignez de votre côté la vision de la banque. Vous êtes une représentante, donc, et vous parlez, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les autres banques aussi. Donc, bien sûr. Comment ça se passe, là? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'économie des startups, comme les autres d'ailleurs, sont perfusées. C'est-à-dire que là, à date, moi, je n'ai pas dans mon portefeuille, en tout cas pour parler de mon portefeuille, de problème de faillite ou de choses comme ça. Ce qui va se passer, c'est après. C'est-à-dire que pour moi, le risque, il est en 2021, c'est-à-dire qu'on va avoir des bilans dégradés, on va avoir une dette sur les startups qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, puisque c'est vrai que les banquiers y allaient, mais avec des petits tickets. Là, on a augmenté les dettes de ces startups. Comment ils vont les rembourser? Parce que le PGE, quand même, il faut le rappeler, c'est 1 an de trésorerie gratuite, et après, il va falloir choisir où je rembourse, où je pars sur un remboursement, entre 2 et 5 ans. Entre 2 et 5 ans. Voilà. Donc l'option sera à choisir. Donc là, je pense que ce qu'il va falloir faire, en tout cas nous banquiers, ce que je vais faire moi, c'est il va falloir à la fin de l'année qu'on se parle et qu'on se dise qu'est-ce qu'on va faire, comment on va avancer là-dessus. À savoir, je rembourse partiellement, je rembourse totalement, comment j'ai vu mes investisseurs, j'ai fait mon board, est-ce que les investisseurs vont m'aider ou pas sur ces périodes-là? Parce qu'après, ça va être compliqué, au regard de la dette des startups dans nos portefeuilles, de remettre des financements remettre des financements derrière. Ceci étant dit, on a quand même... Parce que le bilan sera dégradé, parce que la valorisation de la startup sera dégradée là aussi, et que tout ça devienne des handicaps. Ça devient des handicaps par rapport aux règles européennes, si vous voulez, aussi sur les fonds propres. C'est-à-dire qu'on va avoir des dettes versus fonds propres qui vont être dégradés complètement. Et là, il va falloir, moi je pense que le banquier Parlez bien plus du micro. Le banquier demain, il va falloir, aujourd'hui on regardait, c'est vrai que les projets qui nous arrivent, on les regarde pareil. C'est-à-dire que c'est l'équipe, c'est les barrières à l'entrée, c'est le marché, c'est l'attraction. Demain, je pense qu'on va avoir aussi une vigilance accrue sur la vision de cash et sur la vision de fonds propres. Vous, le financement, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous m'en avez parlé, on m'avait dit, moi, il y a des points que je veux évoquer, c'est le financement des startups. En effet, c'est l'équilibre fonds propres et dette, il est hyper crucial. Il faut constamment naviguer à une vue à 3 ans, 4 ans. Donc oui, prendre un PGE, prendre un plan financement sur la dette, ça peut être vu comme ça peut être une opportunité ou une porte de secours, mais ça peut être vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête d'une start-up. Donc ça, c'est une évidence. Ensuite, d'un point de vue financement globalement, dans toute crise, il y a des opportunités d'un point de vue aussi bien business, pivot, comme vient de l'expliquer Romain. Également, de notre côté, on était à l'écoute des marques, nos futurs clients, donc ça nous a permis d'affiner encore le modèle économique. Et au niveau des financements, également, il y a, on va dire, il ne faut pas se cacher, les 2 premiers mois, tous les fonds étaient paralysés. Tout le monde a mis stop, les fonds, les LPs, tout le monde. Plus rien n'a été investi, mais par contre, les investissements sont repartis au bout de à peu près 4-5 mois. Et là, aujourd'hui, en France, les investissements de business angel, de fonds d'investissement de VC, sont plutôt très encourageants au vu de l'année précédente.
Donc oui, il y a du regain. Oui, également, au niveau valorisation, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'espérer de lever dans les mêmes conditions que s'il n'y avait pas eu de crise sanitaire, c'est impossible. Donc oui, il y a le sujet sur la dette, c'est regarder. Avoir un produit, le suivi du cash flow vraiment est hyper important, alors qu'avant, ça peut être financé sur une idée, un concept, un carnet d'adresses. Et c'est parti. Là, vraiment, maintenant, pour moi, les fonds d'investissement et même tous les acteurs, les banques, regardent vraiment les business plans à la ligne près. Oui, mais finalement, on voit que l'écart entre le banquier et l'entrepreneur se réduit, en fait, parce qu'il commence à raisonner de plus en plus de la même manière. Et donc, ce qu'a dit Véronique, c'est important, c'est que quand un banquier commence à dire, finalement, peut-être que les entreprises, on va avoir des grilles de lecture qui vont changer, c'est déjà une superbe façon d'avancer. C'est-à-dire qu'avant, où on étudiait une start-up, on regardait un peu son cash burn, on regardait un petit peu sa valo, etc., à terme, etc. Et aujourd'hui, il va falloir regarder sa dette, intégrer justement cette dette dans la valo et voir comment, au niveau européen, les choses changent. Parce qu'il ne faut pas croire, un banquier ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Donc à un moment, sur des niveaux d'endettement d'entreprise, à un moment, le prêt n'est plus possible. Peut-être qu'il faut revoir aussi ces seuils. Alors, ça veut dire qu'on aura des entreprises plus endettées. Mais ceci dit, pour passer un cap aussi inédit que celui qu'on vit, c'est peut-être intéressant de travailler dans ce sens-là. Je vais donner quelques chiffres. C'est toujours intéressant, des chiffres aussi. On y va ? En Occitanie, voilà, donc, on a investi au premier semestre 2020 138 millions d'euros sur des levées de fonds, contre 75 en 2019. On aurait pu imaginer l'inverse. J'ai vérifié 2 fois avec Stéphanie ce matin les chiffres, et c'est les bons chiffres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a peut-être moins de dossiers qui sont faits, mais les levées sont peut-être plus importantes. Mais moi, je crois beaucoup au fait qu'on renforce le cofinancement public-privé. C'est-à-dire que pour retrouver la confiance dans une boîte de capital risque, avec des engagements qu'ils ont pris auprès de leurs actionnaires de retour sur investissement, peut-être qu'il faut qu'on accentue le cofinancement public-privé pour les sécuriser dans leurs investissements. Et c'est typiquement le rôle des pouvoirs publics de le faire. C'est le rôle des pouvoirs publics de dire on dégage des enveloppes et on va aider aussi le monde de l'investissement à faire leur job. Voilà. Je pense que là, il y a certainement des pistes à imaginer. Il y a une autre piste qui me semble tout à fait aussi intéressante, c'est faire appel à l'épargne citoyenne. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'épargne. Dans le Covid, les chiffres font tourner la tête. 5 milliards d'épargne qui ont été réalisés pendant 100 milliards, voilà, 100 milliards, donc ce qui est juste énorme sur le fameux livret l'écureuil, hein, ça te parle. Voilà, donc tu connais bien le truc. 100 milliards qui dorment. Alors, si on est capable de dire on fait des mix avec de l'investissement citoyen, public, privé, on peut peut-être trouver des choses intéressantes dans des nouveaux modèles qui permettront de regagner la confiance du monde d'investissement et faire en sorte que la chaîne ne se casse pas. Parce que le problème de la chaîne du financement, c'est ça. C'est que nos investisseurs, eux aussi, ils ont des engagements auprès d'autres investisseurs dans des fonds innovation notamment. Si ces fonds innovation sont plus alimentés, on ne pourra plus investir. Je t'interromps un instant. Une question, une réflexion? Oui, juste un retour d'expérience. Bonjour, Thomas Navarro, donc directeur associé au cabinet Orius. On a un cabinet de conseil en financement et restructuration. Donc on a beaucoup de boulot en ce moment avec le plan de relance. Je voulais juste faire un retour sur 2-3 choses. Il y a un travail à faire aussi psychologique dans le sens noble du terme sur le PGE. Le PGE, c'est un endettement qui n'a pas été voulu par les entreprises. C'est un endettement qu'on va dire qui a été nécessaire, obligatoire, du fait d'un suivi de trésorerie, d'un besoin de trésorerie. Ce n'est pas une dépense d'investissement, c'est pas un prêt d'investissement. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, je leur ai tous dit de le faire, même ceux qui ne voulaient pas, même les industriels qui avaient des fonds propres, etc. Je leur ai dit, vous le prenez, parce que s'il se passe quelque chose, il vaut mieux que vous gardiez votre trésorerie bien au frais, et vous gardez ça en bas de laine. S'il y a un problème, hein, j'image la chose, mais c'est que vous compreniez comment il faut faire. C'est la même chose pour les startups. Et en plus,
Souvent, la problématique qu'il y a avec les startups, c'est qu'elles n'ont souvent pas de trésorerie. Donc, elles utilisent le PGE et elles le réinjectent direct. Il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas. Ce n'est pas une dépense d'investissement, ce n'est pas un prêt d'investissement. Il faut vraiment le garder. C'est horrible de penser comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et je pense qu'il y a un travail à faire aussi auprès des établissements financiers en leur disant « Vous pouvez me faire confiance. Ce PGE, je l'ai fait parce qu'on en a besoin pour nous protéger, nous sécuriser, mais vous pouvez investir chez nous. » Il y a aussi un autre travail à faire, et ça, je pense qu'il faut que les entrepreneurs se mobilisent, notamment alors, par les CJD, les organismes patronaux, mais aussi auprès des politiques, des députés, etc., pour faire remonter à l'Assemblée nationale des choses sur les systèmes de notation, notamment les notations Banque de France, parce qu'il va y avoir une grosse problématique, parce que les notations Banque de France vont s'affaisser, pour des raisons qui sont conjoncturelles et pas structurelles au niveau de l'entreprise. Donc il y a vraiment du travail à réfléchir sur ça, à un livret aussi d'épargne PME, et puis vous parlez de financement privé, il y a des choses qui existent, qui s'appellent le mécénat d'entreprise. Pour les grandes entreprises, vous pouvez créer des fondations, il y a on va dire des passerelles fiscales qui permettent d'investir dans des entreprises et de bénéficier d'avantages fiscaux. Alors attention, tout est à prendre avec parcimonie, mais il y a des choses comme ça qu'il faut travailler, qui peuvent être incitatives au niveau des grandes boîtes pour permettre de financer des startups. Mais je le redis, il faut vraiment faire attention avec le PGE, ce n'est pas une dépense d'investissement. Merci. Merci beaucoup, Madame Alibert. Vous partagez ? Je partage, je me permets de rebondir là-dessus. Sur une stat qu'on a eue récemment, c'est vrai que les PGE, en tout cas pour le groupe BPCE, puisque je parle pour le groupe BPCE, c'est 47% qui ont été utilisés. Donc voilà, il en reste encore. Alors après, il va falloir qu'on regarde comment ça va avancer dans la reprise des activités. Il est vrai que certains vont être remboursés, qu'ils ne l'auront pas utilisé parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Je vous rejoins quand vous dites que ce n'est pas un besoin d'investissement, effectivement, c'est de la trésorerie. Cette météorite qui s'est abattue sur le monde avec cette crise inédite. Et du coup, on s'est rassurés tous en se disant on met en place ce dispositif de l'État avec ses PGE, mais tout le monde ne l'a pas utilisé à date. Et surtout, il ne faut pas l'utiliser si... Le problème, c'est que le cash, il va falloir aussi qu'on soit patient. Enfin, dans les startups, à mon avis, il faut être patient. C'est-à-dire que, attention, elles sont agiles, effectivement. Il y a une réduction des coûts qui est plus faisable par rapport à des grosses entreprises. Donc, c'est pour ça qu'elles sont agiles aussi, parce que les réductions de coûts, c'est des structures légères. Donc, attention de voir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va falloir qu'on discute à la fin de l'année et voir comment on fait avec ces PGE, comment on les rembourse. Il faut vraiment qu'on soit transparents les uns et les autres là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre question relative à ce thème important, qu'est le financement des startups en ce moment ? Damien Piquet-Gauthier. Alors c'est un lien avec le financement, mais plutôt avec l'analyse en fait, que vous avez des startups à financer. On a bien compris qu'il allait y avoir une contraction des financements. Et derrière, une transformation ou une modification des grilles d'analyse. Aujourd'hui, est-ce que vous allez intégrer dans vos études la capacité des entreprises à être plus agiles ? Je pense à avoir un board, mettre en place des cellules de veille, être en capacité d'avoir de l'information pour réagir plus vite et coller au marché pour finalement être plus profitable plus rapidement. Je dirais que dans le monde d'avant, c'était ce qu'on regardait aussi. Enfin, je veux dire, ça change pas. Enfin, c'est des données de traction, des données d'agilité, des données de voilà. Ça change pas. Ce qui change aujourd'hui essentiellement, finalement, par rapport à notre regard de banquier, c'est la dette. Encore une fois, c'est la dette qui a été contractée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres financements, puisque j'ai quand même dit aussi qu'on avait prévu avec le FEI ce prêt Covid 80%. On appelle comme ça. Voilà, mais ça ne change pas notre regard. On a toujours regardé de cette façon-là. La vision, ce qu'on va regarder de plus près, encore une fois, c'est la vision de cash, la vision de fonds propres et la vision de dette qu'on n'avait pas dans nos marqueurs. Le cash, si, forcément, mais fonds propres et dette, c'est des marqueurs que l'on n'avait pas sur nos startups aujourd'hui. Le rebond, mais également peut-être aussi, vous avez aussi la préoccupation, vous, du financement, de la trésorerie. Tout à fait. Alors justement, on a été bien aidé par le PGE et également la trésorerie parce que au fur et à mesure qu'on est en train de grandir, donc on a eu la chance d'avoir des business angels au tout début,
Mais plus on grandit, plus nos besoins en fonds de roulement sont gros. Plus la R&D qui on a accéléré commence à venir cannibaliser la trésorerie qui nous sert au quotidien tous les jours. Donc on est entre guillemets entre les deux, entre est-ce que je vais plus loin mais est-ce que je vais avoir la capacité à y aller, ou justement est-ce que je vais pouvoir y aller plus vite mais en devant faire du roadshow et en allant chercher des solutions externes au financement. Alors, aujourd'hui, le rebond économique passera également par l'innovation au service des entreprises et l'intelligence artificielle peut représenter une source d'opportunité pour celle-ci. Vous voyez, il bondit Olivier Reynaud, parce que ça, c'est son truc. Et j'aimerais me dire ce que vous en pensez de ce que je viens de dire là. L'intelligence artificielle, une belle opportunité pour le futur et le développement économique de nos entreprises ? Carrément, en fait, avec la digitalisation forcée qu'il y a eu en à peine quelques jours, ça a mis la lumière sur le futur, qui est comment l'intelligence artificielle va pouvoir aider toutes les entreprises à aller plus loin. Et honnêtement, je pense que d'ici 1 an, à peu près 100% des entreprises intégreront des briques d'intelligence artificielle, à petit niveau ou à grand niveau. Ça, c'est une évidence. Pour parler un peu plus de comment l'intelligence artificielle peut accompagner le rebond et après aller bien plus loin, c'est important de regarder le passé, comment il s'est construit. Alors, l'IA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a commencé autour de 1950 avec les premiers théorèmes de Turing, après avec le perceptron, les premiers ordinateurs. En 1954, avec le premier principe, le nom d'intelligence artificielle a été donné par 2 chercheurs américains, Marvin Minsky et son collègue aux États-Unis. Ça a démarré ici. Il y a eu une première vague, rapidement pour faire l'histoire, de hype d'IA entre 1950 et 1970. Donc beaucoup d'espoir, mais la techno n'était pas encore prête, donc après ça s'est recalmé. Une deuxième vague d'espoir, de financement très important et de force et de projets innovants au niveau IA entre 1980 et 1990. Là, c'est un nouveau tarif parce qu'à nouveau, on va dire, entre les promesses et la réalité, les ordinateurs n'étaient pas encore assez puissants. Internet démarré n'était pas encore assez efficace, le cloud n'existait même pas. Et là, il y a une troisième vague, un troisième hiver, on va dire, de l'IA qui a eu lieu entre début 2000 et 2010, à peu près. Et c'est le moment où, on va dire, cette troisième vague, ce troisième hiver glacial de l'IA s'est arrêté. C'était au moment où il y a le deep learning, qui est une des technologies de l'IA, qui a permis d'aller encore plus loin dans la résolution de modèles complexes. Et donc aujourd'hui, en 2020, la situation, c'est qu'on a des supercalculateurs, des ordinateurs extrêmement puissants. On a une connexion Internet qui est très puissante et partout dans le monde. On a le cloud pour connecter les ordinateurs, les connexions Internet, les ordinateurs. Tout ça en place. Tout le monde a dans sa poche un super ordinateur, un iPhone, un Samsung, etc. C'est vraiment puissant. L'écosystème, également au niveau IA, a énormément progressé. Aujourd'hui, en 2020, on regarde rien que pour la France, on a des superstars au niveau IA. On a par exemple Yann Lequin qui dirige l'IA pour Facebook, Jérôme Pessanti, le numéro 2 IA qui est à Londres. On a également Luc Julia qui est demain à Montpellier, qui est le cofondateur de Siri et le directeur IA Monde de Samsung. Donc les Français, on est très représentés, on a énormément de très bons chercheurs, comme je disais avec le laboratoire ICAR à Montpellier spécialisé en computer vision. On a un écosystème, des financements de plus en plus forts et la formation. On a de plus en plus d'écoles autour de l'IA, comme on voit à Castelnau et bien d'autres sont en train de se créer. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, l'IA est une réalité, les financements, la puissance et les talents. L'IA dans tout ça, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet, comme j'ai dit, elle va pouvoir aider toutes les entreprises. L'automobile, la comptabilité, les banques, les assurances, les biotech, l'entertainment, la publicité, etc., etc. Et en fait, moi je m'intéresse à un point un peu plus précis, celui de la créativité. Si on regarde une étude de Google qui a été faite l'année dernière, en gros, dans le monde de la vidéo, qui est un univers extrêmement important, les vidéos les plus vues, les plus impactantes sont des vidéos qui, à 70% de ces vidéos qui fonctionnent intègrent de la créativité. Et le reste, c'est payer pour qu'elles soient vues, ou bien faire du bon ciblage publicitaire, ou bien mettre des budgets importants. Donc en fait, la créativité prime. Et cette créativité également, sur une étude de Harvard Business Review,
également a mis en premier la créativité devant tous les autres critères qui peuvent faire une bonne communication, une bonne vidéo. Également, aujourd'hui, si on regarde une autre étude encore d'Adobe, qui disait en 2018 que 74% des créatifs passent la moitié de leur temps à faire des tâches répétitives et non créatives. Et donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose à faire. D'un côté, on a l'IA qui permet... Le principe de l'IA, c'est des techniques et des technologies qui permettent de résoudre des problèmes complexes. Et d'un autre côté, depuis très longtemps, nous arrivons à décomposer et à décrypter la créativité. Et donc, en rapprochant les deux, on peut arriver à faire de l'intelligence artificielle créative. Et quand on parle d'intelligence artificielle créative, on ne parle pas, comme je prêche pour paroisse, que de vidéo, mais on parle de tout. L'IA créative, c'est quoi? C'est inventer des textes, générer des idées. On voit par exemple la nouvelle brique d'IA GPT-3 qui permet de générer des textes. Aujourd'hui, on en parle partout dans la presse. Ça commence à devenir intéressant. Je pense qu'il y aura un GPT-4, GPT-5, jusqu'à arriver à quelque chose de plus en plus intéressant. Ça va aider la presse, les blogueurs, mais pas que, également les e-commerce pour générer des fiches de produits. Enfin, les possibilités sont hyper importantes. L'IA, ça aide pour la musique, pour assister les créatifs et les aider à créer plus. Ça aide la photographie, ça aide la création de logiciels, et ça aide également dans la vidéo. Moi, dans mon cas, dans Ave, pour vous illustrer comment notre IA créative, on est en train de la mettre en place, tout simplement, on va être un outil, on va être une technologie qui va permettre aux créatifs et aux marques, et à terme aux entreprises, de faire beaucoup plus. Concrètement, chez Ave, on est en train de mettre en place une technologie qui va permettre d'automatiser des étapes de création, de post-production vidéo, et ensuite, bien sûr, de prendre en charge tout ce qui est la mise en place de la bonne vidéo à la bonne personne, c'est-à-dire la distribution. Concrètement, quelle est l'idée? En fait, aujourd'hui, si on regarde une marque ou une entreprise, lorsqu'elle crée un film, comme par exemple ici on voit les caméras, il va y avoir un montage qui va être fait, ou plutôt par exemple un film, si je prends une marque Lacoste, son dernier film TV, aucune technologie, on est d'accord, est capable de générer de A à Z un film. Peut-être que dans 10 ans, on en prendra la direction. Car faut se rappeler que l'IA, en fait, c'est un horizon qu'on vise. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est d'aller de plus en plus loin, de proposer une super intelligence créative ou un super pouvoir à l'être humain pour faire plus. Ça a toujours été le principe d'un outil, de faire plus avec moins. Et donc, en partant d'un film, par exemple, créé pour Lacoste, donc un très beau film, un vrai chef-d'œuvre, en fait, aujourd'hui, c'est quoi la réalité? Aujourd'hui, tout le monde a des téléphones, tout le monde est sur les réseaux sociaux, l'écran est vertical, on voit des articles, on voit des publicités de différents formats, on utilise son téléphone du matin au soir. Dans sa chambre, le matin, on a un peu plus de temps. Dans le tramway, on est pressé. À la pause déj, on peut avoir plus de temps. Et donc, en fait, il y a différents comportements, différentes expériences. Et la réalité dans tout ça, c'est qu'il faut adapter ces contenus à tous les usages. Et ça s'appelle la post-production. Et aujourd'hui, la réalité, alors que ça n'était pas vraiment le cas il y a 10 ans, c'est qu'en fait, Lacoste, quand ils font leurs films, ils doivent adapter leurs films en 20, 50, voire 200 expériences différentes pour que ce soit bien accepté par la personne. Je parle de pub, mais c'est la même chose pour les télévisions, soit même pour les sites d'e-commerce, etc. C'est adapter leur contenu pour une meilleure expérience. Et là, en fait, on arrive à une limite humaine, car aujourd'hui, comme je l'ai dit avec ces statistiques de Adobe, c'est répétitif et pas très créatif. Et demander à un créatif de faire 100 adaptations d'une vidéo dans des formats, dans des durées, avec des sous-titres, Bref, ça prend des semaines, voire des mois, et celui qui s'y colle, il n'est pas très heureux. Et ce n'est pas ce qui rapporte le plus en plus financièrement. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Donc c'est un boulot de casseur de pierre moderne. Le même boulot de casseur de pierre moderne qui choque personne si je dis que dans la banque, par exemple, évidemment, aujourd'hui, il y a des IA et des technologies, des algorithmes qui automatisent tous les flux financiers. On n'est plus à une personne lorsqu'il y a une demande de virement qui manuellement fait « OK, je valide, je vérifie, je connecte ». Donc aujourd'hui, il y a des milliards de transactions qui se font par minute. Demain, l'IA créative permettra de faire la même chose. Et nous, là où on s'inscrit chez Ave, c'est d'automatiser cette partie de post-production, c'est-à-dire alors que ça prend plusieurs semaines, voire des mois, et des coûts extrêmement importants, de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, là, le créatif pourra laisser faire la machine pour en seulement quelques minutes générer ces centaines de variantes et qui pourront après être
placés au bon contexte, à la bonne personne, au bon distributeur, de manière intelligente, toujours grâce à une IA. Et là, alors, les créatifs pourront se concentrer sur d'autres projets créatifs. Là, ils vont pouvoir apporter vraiment leur plus-value. Ils vont moins se fatiguer, bien entendu. Donc, c'est l'importance d'un outil, d'une technologie. C'est d'épauler l'humain pour être moins fatigué et travailler sur des tâches bien plus importantes. Donc, voilà sur quoi on s'inscrit. Et pour moi, la créativité, on peut arriver à rendre le monde meilleur grâce à la créativité. Donc, l'intelligence artificielle créative peut arriver à faire avancer et progresser toutes les industries. Et ça se passe vraiment maintenant. Et ce qui me passionne dans mon métier, c'est qu'il y a vraiment des nouveautés, des nouvelles recherches qui arrivent tous les jours en termes d'intelligence artificielle, dans la vidéo, dans le son, dans l'image, ou dans le texte qu'on peut voir encore. Il y arrive vraiment tous les jours. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc on a cette chance de vivre cette révolution industrielle, cognitive. Ça se passe maintenant. Et on est tous dedans. Donc rendez-vous dans 5-10 ans comment ça va se passer. Mais pour moi, toutes les entreprises vont intégrer des briques d'IA et de plus en plus de briques d'IA créatives. Chez Créalia, on n'a pas de doctrine d'investissement. On n'est pas un fonds thématique, etc. Nous, le seul point commun de tous les projets dans lesquels on va investir, on n'investit pas, on prête de l'argent, c'est qu'il faut que ce soit innovant, avec des leviers sociétaux, des leviers autour de l'emploi, des leviers économiques pour le territoire. Donc à la limite, nous, on va suivre les tendances du marché. Par contre, ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour celles qui sont aujourd'hui déjà en recherche de financement, au cœur de la crise, celles-ci, il y a plusieurs catégories. Il y a celles qui se voient boostées par la crise. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a des boîtes qui ont fait des croissances de fous grâce à la crise. Celles qui sont dans l'alimentaire, celles qui sont dans le e-commerce, dans les plateformes digitales, etc. Celles-là, poum. Il y a celles qui étaient très bien, mais qui se voient, à cause de la crise, ralenties et qui ont changé un peu de modèle en disant on était sur un modèle payant, finalement on va passer sur un modèle freemium, on va rendre gratuit notre service, on va commencer à créer de la clientèle et derrière il faudra à nouveau monétiser notre business model. Elles vont avoir besoin des investisseurs pour les aider à le faire, et notamment dans les dépenses liées au du marketing et du commerce. Et puis il y a celles qui ne s'en relèveront pas. Il y en a qui ne s'en relèveront pas. Moi, je discute avec quelques homologues qui m'annoncent, pour certains, entre 5 et 10% de casse sur du court terme. Voilà. Donc, ces boîtes-là, elles sont déjà sur des thématiques bien installées. Après, les thématiques tendances, c'est quoi aujourd'hui ? On a quand même globalement un retour au local, au retour au bien-être, des axes de développement avec des engagements sociétaux forts que les entreprises affectionnent particulièrement, avec des engagements RSE extrêmement importants. On a également tout un tas de dispositifs, et Romain est complètement dans le truc, sur des logiques d'approche bas carbone, respect de l'écologie, de l'environnement, etc., avec la transition écologique qui est... Donc on sent des modèles, des entreprises se créer autour de ces thématiques-là, avec des modèles économiques qui doivent trouver encore leur maturité. On n'est pas encore sur des modèles économiques connus avec du retour d'expérience fort. Donc le niveau de risque est un peu plus important. Voilà, donc c'est les tendances qu'on peut aujourd'hui, nous, sentir de notre côté. Bien sûr, toutes choses égales par ailleurs. La deep tech, les fintech, etc. sont là et ça fonctionne bien. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Pierre Flanenbaum, je suis chef boucher du Goût du Bœuf. Donc il y a Rémi Duvernay qui a été financé par Créalia il y a quelques années. Il avait un projet innovant de contrôle de la maturation de la viande avec des caves qu'il a tunées avec l'aide de la DIV. Ça s'est très bien passé, ça marche très bien aujourd'hui. Donc nous, on fait partie des boîtes qui ont reçu un gros coup de boost avec la crise. Donc je vais donner mon petit retour d'expérience parce qu'on est dans l'alimentaire. En même temps, c'est une boucherie en ligne qui s'adresse aux particuliers et aux professionnels partout en France, même ailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec un projet de transformation dans la viande toujours, et innovant également, à refaire appel à Créalia pour une autre structure. Et donc il y a quelque chose qui a été évoqué plusieurs fois, c'est que d'un côté, il y a l'agriculteur qui nourrit la France, qui reste dans son champ. Il y a la dématérialisation complètement de toutes les technos, tous les flux d'informations. Et en même temps, il y a un besoin de rationaliser un petit peu les circuits quand il s'agit de choses indispensables comme
des médicaments, des aliments, quoi. Et donc il y a un peu les deux axes qui paraissent un peu opposés, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Et donc nous, on s'est retrouvés un peu au cœur de ça, dans une année où on comptait se poser en recrutement, en tout, pour pouvoir se mettre au deuxième projet de transformation. On s'est retrouvé à tripler les effectifs du Goût du Bœuf. Et on a essayé de garder la tête froide pour avancer tranquillement. Ce qui est très important aussi, il y a l'agilité, mais il faut faire attention à l'effet d'aubaine et à se lancer dans quelque chose qui a été un peu surestimé. Et voilà. Donc je vous remercie de la part de Rémi Duvernay qui était vraiment aidé par Créalia. Et c'est juste pour vous donner le point de vue d'autres styles de sociétés innovantes. En tout cas, c'est sûr que je pense que sur des boards de groupe, il y a des analyses de risque qui sont certainement qui feraient froid dans le dos sur un certain nombre de crises itératives, en fait, finalement, parce que voilà, 2008, 2019, c'est quoi la prochaine? Voilà. On peut se poser la question. En tout cas, c'est légitime de se la poser pour être dans des logiques d'anticipation, quoi. Ouais. Ce sera peut-être nécessaire, puisqu'un des rapports, je crois, de l'OMS récent nous amène, je crois, 2022. Hein, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprenez, mais ça veut donc dire que vous êtes dans cette démarche, forcément. On va conclure, Stéphane. Ouais, on va conclure. Bon, d'abord, dire que ce que je retiens, alors moi, je vais pas faire l'exercice de synthèse, hein, je vais pas m'y risquer. Juste retenir quand même que si on se met à la place de l'entreprise et de l'entrepreneur, l'homme ou la femme, j'aime pas dire entrepreneuse, en fait, c'est entrepreneur au féminin. On est aujourd'hui dans des logiques d'abord court-termistes, en disant ok, c'est chaud, voilà, donc il faut vite mobiliser tout ce qui est à disposition. Et il y a plein de choses qui sont mises à disposition aujourd'hui en termes de financement non dilutif, hein, basé sur la dette, etc. Donc là, encore une fois, moi si je me mets à la place d'eux, je me dis ok, je capte tout ce qui est possible. Après, je me positionne plutôt sur une logique de moyen terme. Sur le moyen terme, je vais me dire, bon, c'est quoi la trajectoire de mon entreprise? Je pivote, j'invente des nouveaux produits, j'explore des nouveaux marchés et j'avance comme ça. Et donc, je me réadapte et je suis dans une logique de profitabilité. Je ne suis plus jugé par ma capacité à griller du cash. Je vais être jugé sur ma capacité à montrer que mon entreprise est capable de faire du chiffre d'affaires, d'aller capter des parts de marché et éventuellement de dégager de l'EBITDA, en tout cas de générer du cash. Dégager de la rentabilité nette, c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça qui peuvent être tout à fait mises en œuvre et donc revoir un peu l'equity historique que certaines startups pourraient avoir. Et après, on n'a pas trop parlé, et peut-être que ça sera le thème de la prochaine table ronde, j'en sais rien, mais c'est les scénarios long terme avec les sorties de crise. Parce qu'une crise, ça se gère avant, après, pendant, mais aussi après. Et là aussi, je pense que les chefs d'entreprise doivent se poser la question de la sortie de crise. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je prépare la sortie de crise? À quel moment elle doit s'opérer? Sur mon marché, comment mon marché va réagir? Est-ce que mes concurrents vont réagir comme moi, etc. Et donc là, il y a des trucs très, très intéressants. Et là, pour le coup, je reviens sur les propos que je tenais tout à l'heure, c'est le rôle de l'equity, d'accompagner le long terme. Donc j'invite moi les chefs d'entreprise à réunir des boards avec les investisseurs présents au capital ou potentiellement présents dans leur capital pour évoquer ces sorties et ces scénarios de sortie de crise, pour évoquer le rebond et justement la croissance. Par contre, l'hypercroissance, effectivement, je pense, va devenir assez tabou et on aura des choses qui seront plutôt un peu plus réalistiques. Voilà. Ce que je retiens aussi quand même de notre table ronde, c'est qu'on a quand même une résilience pour l'instant qui est forte de nos startups. On ne peut que s'en réjouir et on espère que ça va continuer. Je retiens aussi le fait que c'est une responsabilité collective de garder la chaîne du financement. Ce n'est pas juste la responsabilité d'un chaînon. Créalia a pris ses responsabilités. Il faut que tous les chaînons prennent leurs responsabilités. Il faut, je pense, travailler clairement sur du travail collectif, collaboratif, public, privé. Encore plus, j'y crois très 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 fort sur ces sujets-là, y compris pour les startups, mais pour les entreprises plus matures. Donc cette chaîne-là de financement, il faut qu'elle perdure. Pourquoi? Parce que si on veut pouvoir encore
se féliciter d'exit ultra positif, d'entrée en bourse de nos entreprises sur le territoire et de création de valeur, il faut qu'en amont, le financement tienne la route, quoi. Voilà, donc je finirai par vous remercier toutes et tous, parce que je trouve que finalement c'est pas mal cette logique d'intervention de la salle, etc. Merci aux intervenants. On va peut-être applaudir nos intervenants. Oui, je pense qu'on a là. le droit d'applaudir. Voilà, c'était vraiment passionnant. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que ce que j'ai pu passer. Et puis, à très bientôt, j'espère. On va voir, mais il y a des chances qu'on fasse une table ronde régulière comme ça sur ces thématiques-là. Voilà. Et merci à Manon, aux équipes de Créalia. Évidemment, je les ai remerciés tout à l'heure, mais ça, ils le savent. Pour leur travail préparatoire. Ils le savent, bien sûr. On a été ravis. Merci beaucoup.